c'est le journal de Rémi Danginou. Je suis Rémi Danginou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Burkina Info. Vous connaissez le principe. Pour ce journal, nous avons les cartons de la semaine, le dossier du jour et un débat aujourd'hui avec différents invités. Mais commençons, mesdames et messieurs, par les cartons de cette semaine. Le carton vert de ce jour, je veux le donner à quelqu'un que j'ai parfois très souvent décrié et même parfois j'étais au, je dirais pas au rebut, mais quasiment parfois, presque fait cela. Il s'agit de Maître Gilbert Ouédraogo. Pourquoi j'ai pendant longtemps été un de ceux qui ont beaucoup décrié cette personnalité? Parce que j'ai pensé, et je le pense encore, que nous aurions pu éviter les événements des 30 et 31 octobre 2014 si l'ADF-RDA, son parti, avait su s'assumer en tant que républicain. Mais bon, ça c'est de l'histoire ancienne. L'histoire qui nous occupe aujourd'hui, c'est que malgré sa volonté de se présenter aux élections législatives et aux élections présidentielles, il a su garder un esprit républicain. Vous direz peut-être qu'il est contraint. Non, il a simplement deux fois, sur son compte Twitter, d'abord le 25 août, reconnu que la décision du Conseil constitutionnel en ce qui concerne son invalidation était sans recours et qu'il l'acceptait. Et par rapport également au présidentiel, lorsque son nom ne figurait plus sur la liste provisoire publiée par le Conseil, il a également pris acte et a dit au nom de la paix qu'il acceptait cette décision-là. Je crois qu'au final, ce qui est important, ce n'est pas de juger quelqu'un sur ce qu'il a fait ou ce qu'il va faire, c'est de juger quelqu'un sur les actes qu'il pose. En 2014, Maître Gilbert Noël Ouédraogo, on ajoutait maintenant de Bonne Espérance, et j'ai oublié le nom en langue nationale morée qui ne me revient pas, mais Maître Gilbert Ouédraogo, de Bonne Espérance, Noël et tout ce que vous voulez, a accepté d'assumer cette situation-là. Il le fait en républicain. Je pense qu'on doit lui reconnaître cela et lui dire, messieurs, maintenant que le vin est bu, que le vin est tiré, nous allons le boire ensemble. Et nous allons le boire de sorte à ce que désormais, chacun de nous construise un état de droit. Félicitations, Maître, pour cette décision courageuse, parce que d'autres n'ont pas fait comme vous. Ils ont simplement fait les deux ronds et accepté de se porter candidat. Messieurs, félicitations à vous. Deuxième carton, c'est le carton jaune d'aujourd'hui. Alors, on va rester dans la mouvance de la décision du Conseil constitutionnel. On va rester dans la mouvance de cette institution-là. Et je vais donner le carton jaune, tiens, à l'institution elle-même, au Conseil constitutionnel. Pourquoi? Vous savez, je ne suis pas juriste et aujourd'hui, beaucoup de personnes lisent le droit, commentent le droit et on essaie de comprendre, on essaie de dire. Quelqu'un a dit que le grand danger que guettait le Burkina, c'est qu'on est devenus tous experts en droit. Mais alors, regardons les choses de façon simple. 22 candidats, 16 retenus. Parmi les 6 qu'on a rendus inéligibles, 2 sont frappés d'inéligibilité à cause notamment du code électoral pour les élections législatives. Certains n'ont pas de casier judiciaire, d'autres n'avaient pas les cautions de 25 millions. Regardons maintenant les candidats que nous avons retenus, de façon provisoire à 100 ans. Il y en a au moins 4 sur lesquels on peut discuter. La chose la plus importante dans cette situation, c'est qu'on dit en substance que les candidats seuls peuvent aller donc voir le Conseil pour porter contestation donc de la liste qui a été publiée. On ne dit pas que le citoyen peut le faire, donc on ne peut pas le faire. Imaginez donc la situation ubuesque, peut-être qui ne va jamais se produire, mais imaginons un seul instant que sur les 16 candidats, personne ne fasse un recours. On va se retrouver avec un candidat comme Yacouba Ouédraogo, comme on l'appelle, comme, je cite deux en passant, Bassolé, Djibril, qui étaient ministres sous Blaise Compaoré, mais qui seront candidats. Vous me direz, oui, mais comment se fait-il qu'on puisse empêcher des personnes d'être candidats aux législatives et que le Conseil n'en tienne pas compte dans le choix qu'il fait, le tri qu'il établit pour ceux qui peuvent se présenter aux élections? Je vous lirai simplement un seul exemple. Vous savez, l'article 129 de notre code électoral dit « Le Conseil constitutionnel doit s'assurer de l'égalité des candidatures déposées et du consentement des candidats. Il fait procéder à toute vérification qu'il juge utile. » A-t-on besoin de demander au Conseil constitutionnel de vérifier si les candidats sont illégitimes? D'autant plus que le Conseil dit qu'il applique le code électoral. Bon, je commence à me perdre un peu dans cette situation-là, mais j'espère vraiment qu'on n'aura pas une situation extraordinaire où des candidats auront été recalés aux législatives parce qu'on appliquait le code électoral à son article 155 ou 135, qui notamment à l'alinéa 4, qui dit que ceux qui ont participé à toute tentative
de coup d'État ou de changement anticonstitutionnel sont inéligibles, et qu'on ne retrouve pas des personnes qui ont fait le même parcours, mais qui sont cette fois-ci éligibles. Messieurs, de temps en temps, il faut boire le vin quand vous l'avez tiré. Passons maintenant au carton rouge. Je vais rester, comme je l'avais annoncé, dans cette liste des candidats déclarés du Conseil et donner un carton rouge au président d'un parti, c'est le CDP. Je donne vraiment le carton au président du parti, il s'appelle Eddy Kombego. Pourquoi? Vous savez, j'en ai déjà parlé sur ce plateau, il a dit, en substance, qui peut m'empêcher d'être candidat? Qui peut m'empêcher d'être candidat? Le Conseil en a empêché. Quelques jours avant, il avait signé un pacte de bonne conduite. Il s'était même engagé, et on a encore des extraits ici à la télévision, de respecter la décision du Conseil constitutionnel. Et puis, quand la décision tombe, un certain nombre de personnes, une quarantaine à peu près de candidats du CDP aux législatives, sont jugés inéligibles par le Conseil constitutionnel. Conférence de presse, M. Kombego crie et reconnaît désormais qu'il ne va pas appliquer ces décisions-là. Mieux, Achille Tapsoba dit que le CDP ne va pas se présenter aux élections si on ne revient pas là-dessus. On a une situation un peu dramatique d'un parti qui affirme une chose et dont le chef du parti fait totalement autre chose. Et puis il y a ce meeting à Ouagadougou où le président du parti, Eddy Kombego, dit cette fois-ci qu'il va appliquer la décision du Conseil, qu'il va changer, donc utiliser la possibilité de remplacer les candidats, et que même s'il y avait la possibilité d'aller remplacer les candidats pour les présidentielles, ce que je ne crois pas, mais pour ceux qui ont des élections législatives, je pense que ça peut se faire. Mais bon, le droit peut être dit, on verra. Mais au-delà de ces questions-là, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Comment on peut traiter le destin d'un pays avec autant de légèreté? Comment on peut ne pas prendre conscience de la réalité dans laquelle nous sommes? Véritablement, sur ce point-là, le président du CDP a failli et nous donne un carton rouge. Carton rouge donc à Eddy Kombego pour ses sorties sans concordance avec ce qu'il affirme et ses propos parfois qui sont totalement en désaccord avec ce que les Burkinabés pensent et ce que les Burkinabés aspirent, paix, sécurité et développement. Passons au dossier du jour aujourd'hui. Allez, le dossier va le consacrer à Samandeni. Samandeni, ça devrait être le troisième grand barrage du Burkina. Après donc Bagré et Ziga, Samandeni, c'était l'espoir d'avoir une zone de développement dans cet environnement de Bobo. C'est 50 km à peu près de Bobo dans la zone de Bama. Samandeni, c'est beaucoup d'argent qui ont été mis en jeu. Plus de 1000 milliards de francs CFA pour ce projet-là qui devrait normalement, selon les spécialistes, apporter 2 à 3% de croissance supplémentaire au niveau du Burkina. Et puis depuis, ce projet-là se traîne. Il y a eu des erreurs dans la mise en œuvre du barrage qui devait être finalisé en 2014, maintenant on parle de juin 2016. Il y a eu également un certain nombre de difficultés et c'est là où je voudrais qu'on s'arrête sur le dédommagement des populations et la mise en œuvre notamment de cet espace qui doit servir désormais du barrage. De quoi il s'agit? Écoutons ces populations. C'est un peu long, mais elles parlent des difficultés qu'elles ont eues avec ce barrage-là. Un reportage signé Bakary Ouattara. Rien ne va plus entre les populations délocalisées du barrage de Samandeni et l'unité de coordination du projet. Réunies en cadre de concertation pour mieux se faire entendre, ces populations en colère, issues de plus de 15 villages, sont déterminées à mettre la pression jusqu'à la satisfaction de leur mémorandum en 20 points transmis aux responsables du programme de développement intégré de Samandeni, P10. Les points essentiels de la revendication des populations tournent autour d'abord de la réclamation des copies des protocoles. Les protocoles sont les documents d'entente de paiement que les populations ont signés avec le P10 depuis les années 2010-2011. Mais jusqu'en 2015, personne ne pouvait disposer, ne serait-ce que d'une copie de son document. Alors que c'est un document juridique qui définit les conditions dans lesquelles on doit être indemnisé. Donc nous réclamons cela. Le deuxième point, c'est le fait qu'il y a quelques villages qui ont signé des protocoles d'indemnisation, mais jusqu'en 2015 n'avaient pas encore reçu leur paiement. À savoir le village de Sikorola et puis de Kokoro, qui n'avaient pas été payés. Donc nous réclamons le paiement de ces indemnisations-là. Et il y a des villages qui ont été indemnisés en 2012, mais
pendant lesquels le PDIS a injustement retenu à la source une retenue de 20% sur les paiements. Et nous avons réclamé que ces 20% nous soient restitués parce que ces retenues-là n'ont pas été utilisées normalement comme il le fallait. Parce que nous avait été dit que c'était des retenues qui allaient être faites pour nous aider à construire, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc nous réclamons qu'on nous restitue ces 20% parce que ces retenues ne nous ont pas vraiment permis de finaliser les bâtiments, les habitations. Nous avons réclamé aussi le désenclavement de la zone de réalisation du barrage de Samandéni parce que le barrage concerne autour de 17 à 16 villages. Mais vous avez remarqué que l'accès de ces villages est très très compliqué parce que le PDIS n'a pas pris le soin de réaliser ne serait-ce que les pistes rurales dans la zone. Alors que bon, pour amorcer une certaine croissance économique, il faut forcément un désenclavement terrestre. Donc nous réclamons cela. Ensuite, il y a la question liée à l'indemnisation de certains éléments inscrits dans le protocole du PDIS. Et dans le plan de gestion environnementale et sociale du PDIS qu'on appelle le PGS, il y a les arbres ligneux. Les arbres ligneux, comme on appelle souvent les arbres utilitaires, qui sont répertoriés dans ce document comme étant des éléments indemnisables. Et 4 ou 5 années après l'exécution du projet, le PDIS refuse de payer ces indemnisations-là. Il s'agit essentiellement des carités, du néré, le baobab, le tamarinier, qui remplissent une fonction économique essentielle pour les villages, notamment dans l'activité des femmes. Donc nous réclamons cela, nous réclamons également qu'on mette en place une commission de conduite de tout le processus de localisation parce que les commissions qui sont là sont conduites essentiellement par le PDIS. Les populations ne sentent pas une réelle participation dans la prise des décisions qui concernent les décisions liées à leur avenir. Donc voilà essentiellement les revendications principales que nos populations demandent. Sur le terrain, quelques-unes de ces préoccupations sont visibles. Parvenir au site d'accueil de Diofoulma à partir de l'actuel village relève du parcours du combattant. Une fois sur le site, des maisons à peine sorties des terres sont en grande partie tombées. Aucune trace de vie. Un peu plus loin, sur le site de Banakorosso, à côté de quelques habitations, la nature a repris tous ses droits en cette période de pluie, faute d'occupants. Spectacle peu réduisant pour un projet de construction du barrage de Samandéni dont la mise en eau officielle est prévue en 2016. Il y a beaucoup de problèmes concernant la délocalisation, commençant par le paiement les vergers, les habitations, bon, si les sites, c'est-à-dire le problème d'eau, le désenclavement des villages, c'est-à-dire, je veux parler de problème de voie, il n'y a même pas de voie. Donc il y a tellement de problèmes, si on doit citer là, il y en a tellement, c'est trop. Là où on est aujourd'hui, nous, on se rend compte que le projet n'est pas venu pour nous arranger. Le projet est venu pour nous détruire. Convaincus du bien fondé de leur lutte, les populations issues des 15 villages sur pratiquement les 17 concernés par le projet, pendant la rencontre, ont réaffirmé leur soutien total au cadre de concertation, en dépit, selon elles, des nombreuses tentatives de division des membres. Nous ne sommes pas en réalité pressés de quitter nos terres, nous ne sommes pas en réalité pressés de quitter nos terres, mais le PDIS a des engagements. Et pour honorer à ces engagements, il va falloir d'abord satisfaire aux doléances des populations, parce que nous ne voyons pas comment les travaux pourront être finalisés sans que nos préoccupations ne soient prises en compte. Nous n'avons pas la prétention de faire quoi que ce soit de gigantesque dans cette affaire-là. Nous voulons simplement juste aux réparations du préjudice. Nous avons juste pour ambition de faire comprendre que ici, dans la zone du barrage de Samandéni, il y a plus de 8000 ménages qui sont en train d'être délocalisés dans des conditions dramatiques. Mobilisation et lutte, et en attendant que l'eau ne coule dans la cuvette, c'est déjà un barrage de Samandéni qui est inondé de problèmes. Le point de vue des populations qui pose un problème véritable, c'est celui notamment de la question des vergers, c'est celui également des voies d'accès.
La presse en a fait cas il y a déjà un certain nombre de jours et de mois de cette histoire de Samandeni-là. On comprend difficilement effectivement que des populations aient besoin de protester, de manifester, de communiquer, de se faire entendre pour qu'effectivement la mise en œuvre du programme puisse prendre en compte les impératifs. Un certain nombre de points ont été avancés par ces populations sur lesquels effectivement le PDIS, le programme en charge, donc apporte des réponses. Il reste cependant assez difficile de comprendre comment justement un programme qui est quasiment à terme, dans quasiment 6 à 10 mois maximum, n'ait pas encore pu obtenir le départ des populations. Comment la mise en eau du barrage va se faire quand les populations sont encore sur place. 17 villages sont concernés, 15 aujourd'hui sont dans une situation de quasiment refus de discussion avec le PDIS, demandant à ce que le nombre de fêtes soit pris en compte. Écoutons maintenant la réponse du responsable du PDIS. La coordination du projet de développement intégré du barrage de Samandeni se trouve dans la ville de Bobo-Dioulasso. Le coordonnateur qui nous a reçus reconnaît l'existence du cadre de concertation comme étant un nouvel interlocuteur incontournable dans le dialogue avec les populations locales. Il se prononce cependant sur quelques-uns des points du mémorandum de 20 points. D'abord, il donne des précisions sur les différences de montants d'indemnisation. Pourquoi à Samandeni, les montants ne sont pas les mêmes qu'à Bagré ou même à Donsin, deux projets similaires. Ça peut être vrai. Je voudrais souligner à ce propos que le plan de gestion environnementale et sociale du PDIS a été conçu à partir de l'année 2006. Et je crois savoir qu'il a été conçu avant les plans des projets auxquels vous faites référence. Donc, évidemment, c'est peut-être ces projets qui se sont inspirés des nôtres pour améliorer. Dans leur mémorandum, les populations disent n'avoir pas reçu copie de leur protocole après signature, protocole dont le contenu ne leur a pas été clairement expliqué. Le fait que la personne ne soit pas rentrée en position immédiatement après la signature de son protocole ne peut en aucun cas signifier que la personne ignore son contenu. La signature signifie que la personne connaît le contenu et est d'accord. Maintenant, par rapport à la distribution des protocoles, là aussi, il faut être clair. Le PDIS ne s'est jamais opposé à remettre à quelqu'un son protocole. Au moment de la signature des protocoles, lorsqu'on demande à quelqu'un de signer le protocole, s'il ne comprend pas le contenu, il demande à ce moment précis-là qu'on le lui traduise. Si on refuse de lui traduire, il refuse de signer. C'est comme ça que ça devrait se passer. Sinon, en aucun cas, nous ne pouvons rédiger les protocoles que nous signons avec les populations dans une autre langue que la langue officielle de l'administration publique du Burkina. Autre préoccupation du protocole, la retenue de 20% appliquée sur les indemnisations pour aider les populations à reconstruire leurs maisons. Ils étaient d'accord au départ, ils ont signé les protocoles qui comprenaient la disposition, ils ont passé les marchés avec notre accompagnement à des prestataires pour leur offrir ces matériaux. Ces matériaux ont été déversés sur les sites d'accueil. Les responsables des villages ont géré avec les populations ces matériaux et les populations qui voulaient construire leurs maisons ont utilisé ces maisons et ces matériaux pour construire donc leurs maisons. Donc ce n'est pas que le PDIS a voulu retenir de l'argent pour lui-même. C'est une facilité que nous avons voulu leur offrir. S'ils pouvaient la rejeter, nous n'allons rien leur imposer. La preuve, c'est qu'il y a 2 villages qui ont demandé à ce que ça ne soit pas fait. Immédiatement, le PDIS a décidé de leur verser l'intégralité de leur somme. Et à ce jour, sur les sites d'accueil que nous avons pu visiter, le constat est peu réluisant car les maisons sont déjà effondrées et aucune trace de population. Nous avons en plus mis des techniciens sur le site et que nous avons recrutés, que nous payons journalièrement pour leur indiquer les meilleures techniques de construction. Mais je vous assure qu'il y a des populations qui ne voulaient pas entendre parler de conseils de qui que ce soit, qui ont refusé d'appliquer les conseils qui leur ont été donnés. À des personnes, nous avons dit, achetez juste 2 sacs de ciment pour faire une fondation. Vous connaissez la réponse en général si les gens vous disent, vous n'avez rien à nous apprendre.
Nous sommes dans des villages, nous avons toujours construit des maisons, vous n'avez rien à nous apprendre. Nous avons pris au niveau de la coordination toutes les dispositions qui étaient à notre pouvoir pour permettre aux populations qui voulaient construire des maisons de les construire. Tout compte fait, le coordonnateur du projet de Samandeni dit avoir pris bonne note du mémorandum du cadre de concertation et pour lui, seul le dialogue doit prévaloir pour lever les obstacles. Le cadre de concertation a transmis un premier document dans lequel ils ont recensé, à l'époque, c'était 12 points de doléances et de revendications qu'ils avaient évoquées. Nous avons demandé au secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture et le gouverneur de rencontrer le cadre de concertation. Nous les avons rencontrés en ce mois d'avril, je pense, et pour dire que nous avons reçu donc leurs documents et que nous allons l'examiner. Ce jour, ils nous ont dit non, et ce document n'est plus d'actualité, ils sont en train de refaire un autre document. Et lorsque nous avons quitté cette réunion, je pense que le cadre a pris près de 2 mois avant de nous faire parvenir un nouveau mémorandum qui comprend une vingtaine de points. Bon, ce document-là, je pense que nous l'avons reçu il y a à peu près un mois et demi. Mais si eux, ils ont mis 2 mois pour nous le faire parvenir, bon, mais qu'on nous laisse également le temps de l'examiner, parce que si c'est des points sérieux, ça veut dire qu'il ne s'agit pas pour nous de leur donner des réponses lapidaires. Une quarantaine de milliards mis en œuvre pour réaliser ce projet-là. On pensait à un moment donné avoir près de 96 000 emplois créés pour 24 000 familles. Aujourd'hui, on attend. Un certain nombre de points ont été abordés par les différentes parties, sur lesquels j'aimerais quand même relever un certain nombre d'éléments. Premièrement, dans les 20% dont on parle, retenus, imaginez que le programme retienne 20% de l'indemnisation pour livrer de la terre et de l'eau comme matériel de construction population. Parfois, c'est un peu gros. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de pistes construites? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de forage, qu'il n'y ait pas de puits dans les zones où effectivement les populations sont réinstallées? Je crois qu'au-delà de la discussion entre le cadre et le P10, il y a intérêt à ce que, pour que ce programme-là soit un programme porteur de développement, les autorités aient un œil plus persévérant et plus pointu sur comment effectivement les populations doivent être au cœur du développement. On ne peut pas faire d'une région comme celle de Samandeni, un pôle de développement, en excluant les populations de cette zone-là. On ne construit pas un pays en mettant d'autres personnes en marge. Certainement, il y a des ambitions cachées de part et d'autre, même dans le cadre de concertation, mais il paraît important aujourd'hui de remettre les choses à plat pour éviter que ce programme-là ne porte en lui des failles et que dès le départ, les populations ne se sentent pas adhérées et participatives à un tel programme qui, je rappelle, doit être le 3e grand barrage de Burkina, celui de Samandeni, qui normalement doit être mis en eau en juin 2016. Voilà donc pour l'édition d'aujourd'hui. C'était les cartons et le dossier.